Bonjour tout le monde, c'est Fokoro, une simple petite chouette qui aime les mangas et les pâtisseries. Au passage, ça ne sert à rien de tilter sur mon décor en fond merdique, c'est ma première vidéo, il vient juste de commencer. Et je vous dis bonjour pour ma première explication. Eh bah dis donc, c'est quoi une explication Jamie? Alors de 1, je m'appelle pas Jamie, et de 2, je vous présente le voisin d'en face. Il est un peu chiant, mais il faut l'aimer, sinon il va faire la gueule. Et de 3, si vous devez concevoir la structuration des explications, c'est comme les ponctuatures d'une The Sun. Haha. Donc pour commencer, je vois que beaucoup, sauf moi, viennent d'entamer une nouvelle année scolaire avec cette rentrée 2019-2020. Putain, on avait bien temps en 2020. Et certains sont quand même dépités à l'idée de revenir à un rythme scolaire casse-burne et d'abandonner leur quotidien insipide qui consiste à jouer jusqu'à 2h30 du matin à Fortnite. Et je m'adresse à ces personnes-là. Vous serez pas content du sujet de cette explication qui sera les vacances. Putain, tu viens d'arriver sur YouTube et tu cherches déjà le pouce rouge? Je suis pas un enfant de cœur. Donc les vacances, c'est sans doute le truc le plus kiffant qui existe après l'ouverture des cadeaux à Noël et que ta copine te paie un McDo. Bien qu'on sache ce que c'est les vacances, on sait pas trop qui a eu l'idée d'inventer les vacances. Un pélo ambassadeur spirituel de la CGT, un fonctionnaire qui voulait se poser peinard au mois de juillet et août. En vrai, ce n'est rien de tout cela. On va remonter dans le temps pour fixer la date prochaine des vacances. Comment tu fais pour allumer ta télé sans télécommande? Tout est automatique chez moi. Même ma cafetière est automatisée. Sans plus attendre, remontons le temps jusqu'en 1936. Alors il faut comprendre que 1936 n'était pas la bonne année où on pouvait être tranquille. Il y a eu les élections du Reichstag en mars qui a permis la réélection d'Hitler au titre de Führer et la fondation de l'Axe, autrement dit du pacte Milan, Berlin et Tokyo, 3 ans avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Mais 1936 est aussi l'année de l'application des congés payés, de le fait d'être payé en ne travaillant pas, et la semaine des 40 heures, le fait d'avoir non pas 48 heures de travail, mais 40, dans les conventions collectives du travail en France. Pour être plus précis, c'est le fait de plus travailler 9 heures par jour, soit 48 heures, mais 8 heures par jour, soit 40 heures. Les ouvriers ne sont plus payés 80 centimes de l'heure, mais 3 francs de l'heure. 3 francs de l'heure additionnés à 8 heures par jour, ça faisait 24 francs par jour. Encore additionné au mois, ça faisait 744 francs par mois, ce qui est un bon salaire en soi. Et ça a continué? À peine 3 ans. On va dire que 3 ans à avoir une semaine de temps libre de 16 heures au lieu de 18 par jour et avoir 744 francs par mois était équivalent à une heure de trou. C'était une autre époque. Et signifie beaucoup. Je vais continuer à rester en 1936 pour parler des congés payés. Alors il faut savoir que les congés payés existaient bien avant 1936, dans les alentours de 1853, avec la première guise sous Napoléon III, permettant uniquement aux commerçants, aux ouvriers industriels et autres fonctionnaires de bénéficier d'un congé annuel de 15 jours, soit 2 semaines. Mais l'idée d'être à la fois payé et en même temps de se dorer la pilule à la Cano est venue dans les années 20, puis enfin adoptée sous forme de loi dès 36. Attention, certes la France a eu l'idée des congés payés dès 1853, ce qui en somme peut paraître assez prémonitoire, mais la France est partie avec la Belgique des pays qui ont accepté les congés payés le plus tard. Comme quoi, on peut avoir une excellente idée d'emblée et avoir la flemme de l'accomplir. Un peu comme toi quand t'as voulu te lancer sur YouTube avec une vidéo de merde. Par exemple. Bref, on va avancer dans le temps parce qu'on se fait chier. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les congés payés avaient été augmentés parce que les tensions avaient l'air de se décalmer. 1956, les congés payés sont maintenant fixés à 3 semaines, 1969 à 4 semaines et 1981 à 5 semaines. Même aujourd'hui, le nombre de jours de congés payés est 25 jours, soit 5 semaines en tout. Je sais, je m'attarde beaucoup sur le travail, mais le sujet des vacances est lié de très près au monde du travail dans son ensemble. Il se pourrait que je puisse faire une explication sur le travail par la suite, si vous le voulez, mais pour l'instant, c'est les vacances! Pourquoi on s'amorderait à se défoncer à la tâche alors qu'on peut siroter un cocktail grenade framboise devant Cyril Hanouna? T'es un branleur. Je t'emmerde. Bref, j'étais obligé de parler des congés payés pour parler des vacances qu'on connaît, parce que le concept des vacances existait déjà depuis le Moyen-Âge. Et à l'époque, les grandes vacances servaient aux enfants à rejoindre leurs parents aux travaux agricoles, là où durant la période scolaire, ils étaient occupés. Et c'est à partir du 19e siècle que les vacances qu'on connaît s'est mis à bourgeonner. Cependant, c'était des membres de la bourgeoisie et de l'aristocratie qui pouvaient se permettre d'en profiter, pour aller à des secondes demeures pour profiter du plein air, le luxe quoi. Et les membres du bas peuple pauvre qui doivent nourrir leur enfant, ils l'avaient dans le cul? Très profondément. Et encore appeler ça vacances, c'est vite dit, puisqu'il s'agissait d'aller dans une autre villégiature foutue à un endroit X. C'était comme aller rendre visite chez mamie et lui dire qu'elle a de la chance de vivre au bord de mer. Ceux qui ont popularisé ces vacances typiques d'aller à la plage et s'amuser entre amis en mode camping paradis, c'est les Britanniques, à partir des années 40. Avec la popularisation du camping, des stations balnéaires et des bords de plage. Et c'est à partir de là que les vacances où on s'enjaille est devenu incontournable. Je veux dire, vous enjaillez. Même si très peu de personnes ont les moyens d'aller en vacances, car selon l'INSEE, environ 21 millions de Français ne partent pas en vacances. Soit parce qu'ils n'ont pas les moyens, soit parce qu'ils travaillent entre temps, ou qu'ils passent leur journée entière à se skiller sur Fortnite. Ce qui fait en tout plus de 39% de la population française. Parce que nous avons une pensée pour eux. Sans doute. Et si vous pensez que c'est les Britanniques qui ont tout inventé de ce qu'il y a de cool avec les vacances, détrompez-vous.
Les congés payés remis aux salariés a permis plus tard un développement touristique, une baisse des prix du transport et l'essor des stations balnéaires réparties un peu partout en France. Oui, ça tourne autour des bénéfices et des apports financiers que ça rapporte, mais soyez-en sûrs, ça reste une bonne chose, je vois ça dans mes fiches. Alors oui, on parlera que des vacances à la française parce que si je devais venir aux vacances américaines, anglaises et tout, j'en finirais pas, c'est ma première vidéo, excusez-moi. Et qu'est-ce qu'il en est des vacances scolaires? Parce que c'est un peu le but de ces vidéos pour avoir un max de pouces rouges. T'inquiète, ça arrive. J'avais dit que les écoliers partaient travailler au champ durant les grandes vacances, d'une durée d'environ 10 semaines, soit de début janvier à fin septembre, ce qui est énorme pour nous, là où la majorité des Français étaient des paysans, et ils y sont encore. Voilà, un petit pic qui va voler un compteur à son dière. Je suis désolé, je suis parisien, les seules villes en France que je connais c'est Paris, Lyon, Nice, Marseille, Bordeaux, Nantes, Deauville, Agen. En gros, la majorité des Français vivent dans des villes considérées comme la campagne selon ces incultes de Parisiens. Voilà, vous êtes contents? Et aussi parce que les matériaux agricoles sont plus évolués et ne nécessitent plus l'aide des gamins. Et en plus de cela, les congés payés de papa et maman a garanti des vacances plus permissifs, ce qui a eu pour conséquence une diminution des vacances en été de début juillet à début septembre et un allongissement des vacances d'automne de fin octobre à début novembre, d'hiver de fin décembre à début janvier et des vacances basées sur des fêtes païennes comme la Toussaint et Pâques. En bref, ça a créé des vacances qu'on connaît quoi. Mais on va rester crampé aux grandes vacances parce que 1 c'est la rentrée et de 2 parce que c'est les vacances les plus longues, autrement dit plus de temps pour s'amuser, profiter du soleil, dont une envie résurgente de folie et de liberté, ce dont certaines personnes, comme moi, n'ont pas pu avoir durant ces vacances. Voici donc un petit top 10 des endroits ou gâteries que vous aurez dû faire durant ces vacances avec des tarifs abordables. Numéro 1. Ouais, restriction budgétaire c'est normal. On va commencer soft avec une amuserie qui réduit pas vos cartes bancaires en cendres, même si ces vacances avaient vécu des périodes caniculaires. Vous voyez le jeu de mots? Canicule, cendre, réduire en cendre, cendre, canicule. C'était drôle. Alors cette amuserie est exclusive à ceux qui vivent en maison pavillonnaire, puisqu'il s'agit du classique barbecue. Alors oui, certains peuvent faire un barbecue party en HLM, mais je pense pas que les voisins d'en dessous pourront assimiler du pisaka à 69% de volume à de la symphonie numéro 40 de Mozart. Alors qu'est-ce qu'il nous faut pour faire un barbecue party? Il nous faut un barbecue. Ouais. Je viens de commencer, je vous rappelle. Pas difficile à trouver dans un magasin électroménager et ça coûte à sa mère la peau du fion 22 € et quelques sur Intermarché. 22 € c'est pas cher? Autant qu'une recherche de sa carte Navigo. Bien, nous avons ce précieux outil qui va ensoleiller notre après-midi. On va passer maintenant à ce qu'on va griller dessus. Alors là, c'est la partie la plus compliquée, parce que tout le monde a une sélection exhaustive en termes de charcuterie. Dans l'absolu, ne vous prenez pas la tête. Des merguez et des brochettes feront l'affaire. Environ 3 € pour les merguez et 6 € pour les brochettes. À ça, vous rajoutez des chips format familial, environ 2 €. Et attention! Ne prenez pas des chips Pringles. Quelqu'un pourrait finir la boîte à lui tout seul. Si vous avez des connards dans votre liste d'amis. Ce qui est possible. Une fois tout en main, soit un total d'environ 33 €, vous voilà prêt pour votre barbecue party. Mettez YouTube, le volume de votre téléphone à fond, vous contactez tous vos amis sur Facebook et c'est parti pour la teuf. Numéro 2, j'avoue que faire un barbecue party lorsqu'il fait 41 degrés, c'est pas l'idée la plus fraîche que vous ayez eue, mais pas de problème! Rajoutez une bonne grosse piscine en plus de votre barbecue! Alors par contre, il n'y a que ceux qui étaient boursiers à la fac qui peuvent se permettre de se le procurer. 100 € minimum, c'est pas en quémandant à mort et en léchant les pompes des papas et mamans que vous pourrez en avoir. Il s'additionne pas mal avec votre barbecue party en bien, mais en ce qui concerne votre portefeuille, ça fait l'équivalent d'un coup de botte dans les couilles. Ça fait hyper mal à l'intérieur, mais ça endommage pas l'extérieur. Facile à gonfler, les accessoires qui accompagnent la piscine ne coûtent même pas 1 €, assez grand pour mettre tout ton groupe Facebook à l'intérieur. L'utilité d'avoir une piscine quand tu fais un barbecue party, c'est qu'elle fonctionne tantôt quand il fait jour, tantôt quand il fait nuit. Même si une soirée barbecue avec piscine n'aura rien de semblable avec une soirée projet X, l'amusement sera au rendez-vous. Surtout avec l'alcool. Surtout avec l'alcool. Mais ça restera une fête modérée, puisqu'avoir une piscine en plastique avec une circonférence moyenne, disons que tu t'amuseras pas à faire des plongeons de taré du haut d'un plongeoir. À quoi bon ramener de l'alcool si c'est pour se torcher la gueule et rater son plongeon phénoménal du haut d'une table sur les bords de la piscine? Et dégoupiller juste après. On pourrait appeler ça un authentique fail sur la rentabilité de tout ce que tu viens d'acheter pour la soirée prévue à cet effet. L'ajout d'une piscine reste au final très accessoire, même si l'envie d'acheter une piscine gonflable reste relativement tentante. Numéro 3, on va commencer à partir dans des destinations prévues en amont parce que mine de rien, rester à l'intérieur, ça donne le cafard. Tic, le mec qui est resté chez lui et qui s'est plaint que les vacances se sont finies trop vite. Vous avez du travail, fait pas chier. Alors, cette destination ne peut pas être commune voire risible puisqu'il s'agit d'aller à Paris. Je vais
Pas faire mon kéké en disant que j'habite proche de Paris, ce qui est en somme insignifiant pour moi, mais je peux comprendre quand certaines personnes, notamment ceux qui vivent hors de l'Île-de-France, Ou qui habitent en pleine campagne, comme d'hab. veulent faire un tour pour visiter la ville lumière. Et mine de rien, vous êtes nombreux quand même. Environ 60% des touristes visitant Paris sont des Français vivant hors de l'Île-de-France, d'après des chiffres datant de 2017, dont le plus haut pourcentage de touristes français viennent du nord de la France avec 10,2% et de l'Auvergne, des Rhônes et des Alpes avec 14,4%. Les chiffres mentent pas. Allez, au fond de vous, vous nous aimez bien. Ne le cachez pas. En fait, t'es un mec bien. Seulement à mes heures perdues. En termes de tarifs, c'était un peu le bordel. J'avais cru pendant un instant que plus le lieu était éloigné, plus les tarifs seraient élevés, ou qu'il y avait un rapport avec le nombre de touristes vivant soit au nord de la France, soit entre l'Auvergne et les Alpes. Eh ben en fait non, les tarifs des trains varient en fonction des jours. Regardez, un Lyon-Paris, un mardi, un mercredi et un jeudi coûte vers les 10 €, alors que le lundi et le dimanche ça coûte plus de 20 €. Et un Marseille-Paris coûte minimum 13 € le mardi, mercredi et jeudi, tandis que le vendredi, le dimanche et le lundi ça coûte dans les environs de 38 €. Pas nécessairement. Les prix peuvent se varier en fonction du transport que tu prends. Là, un Lyon-Paris pris un lundi avec un TER coûte vers les 60 €. Et un Lyon-Paris avec cette fois-ci un TGV Inouï pris un mercredi coûte moins de 50 €. Pareil avec un Marseille-Paris en prenant un hublot coûte 19 €. 19 € bordel ça reste. Alors qu'un Lille-Paris avec un TGV Inouï coûte presque 50 €. Oui, mais c'est tout naturel qu'un Ouigo coûte moins cher qu'un TGV, c'est le but. Même si j'arrive à entrevoir une corrélation entre les tarifs des trains et les régions avec la fréquentation touristique très élevée. Mais c'est pas le but de ce numéro. Alors pareil, il a deux visages. T'as d'un côté un visage émerveillé en te disant que c'est le rêve, la Tour Eiffel, le Louvre, Notre-Dame, enfin ce qu'il en reste, les Champs-Élysées, l'Arc de Triomphe. Et d'un autre visage, t'as la pollution, les klaxons de voitures, les gens qui te bousculent sans dire pardon, les contrôleurs dans le bus, les pigeons qui chient sur ta tête, les étreintes dans le métro à partir de 17 h. Ça sent le vécu. J'espère que c'était de bonne aloi. Bon, je sais qu'avec cette énumération forte dévalorisante de Paris, si vous êtes découragé d'y aller, mais allez-y quand même. C'est un centre culturel énorme, très enrichissant. Voilà. Numéro 4. Bouger dans une autre ville pour voir du pays, c'est une bonne idée, mais aller entre potes dans une colonie de vacances et avoir des activités gratuites géniales, c'est 1000 fois mieux. Je dis ça par expérience personnelle parce que j'y suis allé seulement 2 fois en colonie de ma vie et je dois admettre qu'en tant qu'individu peu sociable, j'en ai gardé de bons souvenirs. Disons qu'on t'avait forcé à y aller. Allez, avoue-le. J'étais jeune et stupide, comprends-moi. Même si dans un sens, t'as raison, aller dans une colonie de vacances témoigne souvent la placidité et le grattage de couilles de ton quotidien. En particulier lorsqu'il te reste un mois de vacances et que t'as gaspillé le mois de juillet à finir les 2 dernières saisons de Game of Thrones sur Netflix. S'il vous plaît, ne spoilez pas, j'y suis encore à la 3e. En termes de tarifs, c'est moins bazardeux que ceux des billets de train, mais ça coûte la peau de satin de ta maman! Environ 600 balles pour 2 semaines de vacances! Tu t'attendais pas à ce que ça soit aussi cher? Sérieusement? Je m'étais attendu à ce que ça coûte vers les 40 balles. Minimum 40 balles, mais 600! Tu prends un TGV première classe de Paris à Monaco et tu loues un hôtel et tout ce qui va avec, ça coûte moins cher! Alors bien sûr, pour que ce numéro serve à quelque chose, au moins qu'il soit pas là pour rien, c'est souvent les parents qui organisent et qui payent les colonies de vacances. Donc honnêtement, il y a un truc, il y a une astuce de la mort qui tue tout. Tu veux dire que tu avais semblant de rien branler durant les vacances pour que tes parents te forcent à y aller en colonie de vacances en payant ta réservation à ta place? Et c'est une bonne réponse. Numéro 5, je sais depuis tout à l'heure, je ne fais que mettre des tarifs qui sont certes inférieurs à la moyenne, mais ce dont la majorité des personnes qui m'écoutent ne peuvent pas en profiter. Sans doute parce que d'un côté, j'essaie de vous foutre le seum en vous rappelant l'ordre que vous avez rien glandé durant les grandes vacances. Ou peut-être parce que tu essaies de t'innocenter en pointant du doigt tes viewers. Comme un gros sac à merde. Peut-être. Alors, pour soulager ceux qui veulent avoir un semblant de colonie de vacances sans pour autant mettre la carte bancaire de papa et maman au bûcher, c'est de faire une randonnée pédestre. Je vais pas me prononcer sur la randonnée pédestre parce que je ne l'ai pas fait, mais pour ceux qui en ont déjà fait, écrivez dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ça pourrait m'encourager. Afin de m'aider dans mes recherches sur le type de randonnée pédestre, j'ai fait appel à la cotation du club alpin suisse, afin de ne pas me tromper sur le type de sentier que vous pourriez emprunter si l'envie vous prenait de faire de la randonnée. Pour faire simple, le club alpin suisse classe 7 cotations de randonnée pédestre, randonnée en montagne et alpin. Le premier va plus nous intéresser parce que je suis pas convaincu que ceux qui m'écoutent soient des randonneurs émérites aux montagnes aux altitudes élevées. En même temps, t'as raison de les prévenir, c'est les vacances, ils peuvent devenir fous. Mais ils peuvent plus, c'est la rentrée. J'aurais envie de plus m'attarder sur la randonnée pédestre, mais ça va prendre un temps fou, donc on va réserver cette source de connaissances pour une explication plus tard.
Donc la randonnée pédestre ne demande pas nécessairement des équipements, puisqu'il sera question de ressources alimentaires pour l'endurance. Une bouteille d'eau et des sandwichs faits maison suffiront, ainsi que des outils servant pour l'orientation, comme des boussoles par exemple. Pour les habits chauds concernant la randonnée en montagne, ils sont faciles à trouver chez Decathlon, avec des polaires qui coûtent maximum 10 € et des pantalons spécialisés dans les 30 €. Je pouvais pas trouver moins cher, désolé. En termes de chaussures, les paires varient en fonction du sexe, de l'âge et du type de randonnée. Ça peut être de la randonnée dans la nature, comme de la randonnée en sentier. Il demandera des bâtons de randonnée à minimum 20 € et des chaussures spéciales montagne à 40 balles. Sincèrement, je n'avais pas trouvé moins cher parce que les paires de chaussures spéciales montagne coûtent vers les 60-70 balles. Là, j'ai fait un petit peu vos courses pour les prochaines grandes vacances. On va dire que ce top 10 sera plus un top 10 sur quel type de vacances voulez-vous profiter plus tard, plutôt qu'un top 10 des vacances que vous avez pu faire pour avoir le petit pouce rouge des familles. Du coup, ton plan est tombé à l'eau. J'en ai bien peur. Numéro 6, j'avais survolé le sujet des voyages d'un point A à un point B avec Paris parce que 1, je suis parisien et pour moi mes voyages à Paris se limitent à un seul ticket Mobilis, et de 2, parce qu'il s'agit de la destination préférée pour beaucoup de touristes. Mais j'oublie que certains vacanciers vont dans d'autres villes, pas immenses comme Paris, ni plébiscitées comme Lyon. Parce qu'ils sont en manque de thunes pour aller quelque part. Pas forcément, les villes de France ont chacune leur propre signature patrimoniale et dégagent une sensation d'inconnu et de découverte quand on s'y rend. Et encore une fois, les goûts sont variés. Nous avons par exemple Lourdes avec 7 millions de touristes dans un thème vacancier spirituel et religieux. Même si très peu de personnes se soucient de jésuité, nous avons aussi Avignon avec 4 millions de visiteurs, avec ses architectures moyenâgeuses et ses musées basés sur l'art. C'est pour préparer leur rentrée que t'as choisi Avignon? Un peu. Mais il y a aussi La Rochelle avec 6 millions de touristes. Elle se rapproche d'Avignon avec ses architectures, mais sur bord de mer. Ça va, je me rattrape. En termes de tarifs, ce sera différent avec Paris parce que tout le monde ne vit pas à Paname et les viewers, pour la plupart, vivent soit dans les grandes villes, soit dans des villes moyennement peuplées. Du coup, c'est un peu chaud. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné des villes par rapport à leur densité de population et choisi les villes les plus rougeâtres. Nous avons Lille, Toulon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Montpellier, Nantes et Lyon. Et je vais en prendre 3 et vérifier de ce pas les tarifs qu'ils proposent. En restant dans l'optique qu'à certains jours, les tarifs sont différents. Et bordel que c'est illogique. Ça veut dire, un Bordeaux-Avignon coûte minimum 50 € le mardi, le jeudi, vendredi et samedi, mais ça coûte plus de 70 € le dimanche. C'est quoi la logique derrière? Que monsieur, j'habite à Bordeaux, doit bourser 70 balles pour rentrer chez lui? Mais pire avec un Lille-Avignon qui coûte moins de 30 € le lundi, jeudi et samedi? Dans ce cas-là, c'est réglo, tu vois. Et juste comme ça, sans expliquer quoi que ce soit, ça coûte plus de 70 balles le mardi et environ 40 balles le vendredi et dimanche. Ça n'a aucun putain de sens. En plus, le nombre de touristes à Bordeaux et Avignon ne sont pas les mêmes. Donc oui, quelque part, ça coûte cher. Mais pourquoi l'île Avignon, qui sont deux villes touristiques, ont des tarifs qui sont 2 fois moins chers que ceux de Bordeaux? Est-ce que la raison principale serait que moins une ville est touristique, plus les tarifs sont chers? Ça n'a aucun putain de sens. Numéro 7, comment ai-je pu omettre d'inclure des destinations au bord de plage? Parce que tout de même, ça reste un fantasme incontournable des vacances. On a les classiques, les bords de mer du golfe de Gascogne en partant de Bordeaux ou de Biarritz, de la Méditerranée avec Marseille ou Nice, ainsi que les alentours de la Manche avec des villes de la Haute-Normandie et du Nord-Pas-de-Calais comme le Havre ou encore Calais. Je vais revenir 2 minutes en 1960, je vous jure ce sera rapide, pour parler encore des congés payés. Eh putain, encore ça. Bah écoute, 1960 c'est une date symbolique des vacances, je suis obligé d'y revenir. Bref, 1960 est marqué par une invention révolutionnaire qui permet à des centaines de vacanciers de pouvoir partir sans être contraints aux heures de train, la voiture. Waouh, incroyable. On n'aurait jamais pensé. Ouais, t'as vu? Mais il est Comme vous l'aurez deviné, la voiture uniquement maniable grâce aux petites mimines des vacanciers a permis un accroissement du nombre de vacanciers, en plus buffé par les congés payés de 1936. Il faut se dire qu'à l'époque, un Français sur 2 possédait une voiture, soit la moitié de la population française pouvait partir en vacances, notamment dans des demeures converties en maisons de loisirs comme le château de la Garangeoire en Vendée, ou encore à des fermes accueillant des vacanciers pour le camping. En même temps, la France était en croissance depuis sa reconstruction au lendemain de l'après-guerre, compréhensif qu'ils aient envie de profiter des congés payés dès le mois de juillet et août et de partir ailleurs. Et la place de tout cela? La voiture a été un énorme plus. Et a rendu les trajets vacanciers plus permissifs et pas trop chers. Même si en 1973, la SNCF avait essayé de convaincre les voyageurs de prendre le train plutôt que la voiture pour des voyages plus sûrs avec cette pub. Un automobiliste part de Toulon à 8h30 et roule à 100 km à l'heure pendant 45 km. Puis il s'arrête 4 minutes et 18 secondes. Puis il repart. Mais à cause de la pluie, sa moyenne tombe à 70 km/h pendant 23 km. Eh ben celui-là aurait mieux fait de prendre le train. D'où au mois d'août, il pleut. Ça me paraît un peu gros. Absolument pas.
L'été est plus propice aux averses et aux grosses intempéries parce que la température élevée de cette époque de l'année crée une condensation des nuages et est provoquée par l'évaporation de l'eau. Ce qui fait qu'à des moments où on s'y attend pas, il se met à pleuvoir beaucoup. Mais on s'en bat la race. Bref, la voiture a permis d'aller à la plage plus facilement et sans passer par la case SNCF. On retiendra la légendaire National 7 qui était une très longue autoroute qui liait, attention, Île-de-France de Seine-et-Marne, Yonne, Saône-et-Loire, Rhône, Ain, Isère, Drôme, Vaucluse, Bouches-du-Rhône, le Val et les Alpes-Maritimes. Pas étonnant qu'il y ait beaucoup d'images de l'époque, même aujourd'hui. Alors je vais pas énumérer le nombre de destinations pour aller à la plage parce que vous le savez sans doute mieux que moi, mais je me suis permis de raconter l'histoire des vacances à la plage au lieu de vous balancer à la gueule le nombre de villes au bord de mer et des tarifs qui vous sont proposés. Je sais, je suis assez malin. Numéro 8, ce qui est important en allant quelque part, c'est l'endroit où vous allez crècher. Elle concerne ceux qui n'ont pas une mamie de proximité, de potes ou d'abonnés de sa chaîne YouTube ou squatter pendant un moment. D'où l'utilité des hôtels. Je l'ai mis très haut dans le classement parce qu'il fait la liaison avec les numéros précédents et parce que c'est le strict minimum à y penser quand on se barre dans une autre ville. Alors les hôtels, ils sont pas difficiles à trouver. Il y a en tout plus de 600 000 chambres d'hôtel en France, dont 80 000 chambres d'hôtel à Paris, 10 000 à Lourdes, ainsi que 6 000 à Marseille. Les plus grosses concentrations d'hôtels sont plus généralement au bord de mer ou dans les zones à très grande agglomération. Ce qui est évident étant donné que c'est dans ces points stratégiques que les vacanciers sont plus nombreux. Ce qui explique pourquoi il n'y a presque aucun hôtel en pleine zone rurale. Principalement. Encore une fois, en termes de tarifs, je suis baisé parce qu'il n'y a pas une destination simple et précise. Du coup, ce qu'on va faire, c'est une moyenne des prix. Voisin d'en face, tu viens avec moi. Ah ben enfin! Je vais enfin avoir une autre utilité dans ces vidéos que de jouer le bouffon de service. Mais tu l'es toujours. Bref, je vais choisir 3 noms d'hôtels les plus dispersés et on va établir une moyenne à partir de leur prix dans des villes soit en agglomération, soit au bord de mer. Pour les hôtels Ibis à Paris, ils coûtent entre 61 € et 170 €. Donc en arrondi, ça fait une moyenne de 115. Dans une autre ville comme Nantes, un hôtel Ibis coûte 52 € et 85 €. Donc la moyenne sera 68. Et pour Marseille, les hôtels tournent autour de 52 € et 92 €. La moyenne sera de 72. Pile. La moyenne totale des tarifs des hôtels Ibis serait à 85 €. En ce qui concerne les hôtels B&B, il y en a très peu contrairement aux hôtels Ibis et Mercure que nous verrons plus tard, mais assez pour faire une moyenne. À Paris, ils sont très dispersés et les tarifs se fixent à du 56 € et 150 €. Avec une moyenne de 103 €. À Nantes, il n'y en a presque pas, mais ça s'oriente entre du 43 € et du 77 €. Une moyenne de 60. Et à Marseille, c'est entre 52 € et 133 €. Une moyenne de 52 €. La moyenne totale serait à 100 €. Et enfin, les hôtels Mercure. À Paris, ils sont tarés avec des tarifs autour de 83 € et 203 €. La moyenne est donc à 148. À Nantes, il y a seulement 3 hôtels Mercure, 81 € et 85 €. Pas la peine de calculer vraiment en face, ils nous donnent la moyenne sur la carte. Et à Marseille, c'est entre du 102 € et du 145 €. Une moyenne de 23. Dans une moyenne totale de 111 €. Alors, qu'est-ce qu'on peut en retenir? Que les Parisiens détestent les hôtels B&B et sont de gros bobos avec des thunes. En partie. Et qu'une ville comme Marseille ou Nantes très visitée lors des vacances a moins d'hôtels rattachés à une marque d'hôtellerie qu'une grande ville comme Paris, qui est le point de départ de beaucoup de vacanciers. La majorité des vacanciers, je pense, parce que j'ai pas trouvé le chiffre exact des Parisiens partant en vacances. Les raisons principales sont les chiffres touristiques de ces 3 villes. On voit qu'entre Paris, Nantes et Marseille, c'est pas du tout la même chose. Et par conséquent, le prix des hôtels seront plus chers dans une ville plus visitée qu'à une ville moyennement visitée. Je vais pas aller jusqu'à dire que Nantes est une ville moins visitée, attention, ça a l'air d'être une très belle ville et j'ai envie un jour de pouvoir m'y rendre. Numéro 9, alors là, on va partir sur des grosses sommes, je vous dis tout de suite. Mais je peux pas faire autrement, je dois à la fois vous vendre du rêve et en même temps vous déposer une crotte bien fumante sur votre épaule droite. C'est dur d'être un connard au bon cœur. Je vous jure. On va rester sur le domaine maritime avec la croisière. Bien sûr, quand je parle de croisière, je parle pas d'une croisière de luxe avec un paquebot de la taille d'un building avec Shakira qui en fait la promotion. Je fais allusion aux catamarans, aux voiliers et aux bateaux qui vous permettent de voir la mer d'un autre œil. Et regardez l'écoulement du fuel du bateau se déverser sur la mer. Pas seulement. Alors les promenades en bateau sont différentes. T'as les croisières qui se rapprochent de la berge du Nil, ou alors des croisières qui s'éloignent du rivage pour voir la mer à perte de vue. Crever de faim et manger sa copine et les passagers parce que le bateau a fait une peine sèche. Tu veux fuir tout le monde de ce numéro ou comment ça se passe? Je suis chiant, ne l'oublie pas. Ah c'est vrai, j'ai oublié. Je suis allé faire un tour dans les sites qui proposent des croisières et certaines sont certes des voyages dans des îles magnifiques, mais au prix d'un spermato de l'acteur de Thor. Du coup, je me suis contenté à une croisière dans des villes bretonnes et normandes parce que ma première croisière était à Saint-Malo. Oh le mec qui fait le gros bobo richissime. Oh ça va, c'était quand j'étais en sortie scolaire, va chier. Bref, en termes de tarifs, ça coûte pas les œufs de la tête et en plus c'est profitable. Moins de 300 balles pour un week-end croisière, ça se fait. Tu fais la pub du site de quoi? Bah non, c'est pas mon kiff les bateaux.
J'ai pas le mal de mer, ni même peur de tomber à l'eau, en plus je sais pas nager. Normal, t'es une chouette. Ta gueule. Donc voilà, les bateaux c'est pas ma passion, mais disons que refaire la scène de Titanic avec Jean-Philippe le commandant en bord ne me dérangerait pas. Et numéro 10, les voyages dans d'autres pays. J'ai pas mis des transports qui mènent directement dans d'autres pays comme l'avion, le bateau ou encore le train ou les bus Euroline, parce que les voyages dans d'autres pays rassemblent tout. Et que j'avais pas envie d'aborder chaque transport en différé, sinon la vidéo durait plus d'une demi-heure. Ouais, t'avais envie de finir vite le top 10 parce que c'était chiant. Pas totalement. Les voyages dans d'autres pays, comme son nom l'indique, permet de se rendre à un autre pays par un quelconque moyen de transport que ce soit. Ça peut être la voiture par exemple, ou les transports que j'ai énumérés séant. Contrairement aux vacances que je vous ai proposées, celle-ci reste la plus risquée parce qu'un voyage à l'étranger ce n'est pas rien. Il est nécessaire qu'en tant que connard banqueur que je suis de faire de la prévention, en vous envoyant sur le site diplomatie.gouv qui vous expliquera des règles certes chiantes mais importantes. Ouf. Merci de nous épargner 3 minutes non-stop d'explication. J'aurais très bien pu. Mais remarque que ça aurait été très emmerdant pour moi de vous lire quelque chose que vous avez pu lire à ma place, donc renseignez-vous par vous-même sur le site, ça mange pas de pain. Mais soit, parlons des tarifs. Ils différencient des destinations et des transports que vous prenez. Par exemple, un France-Londres en avion coûte environ 75 €, dans de très rares occasions. En prenant un Eurostar à partir de Calais coûte au minimum 200 €, mais rarement en dessous. Tandis qu'un Paris-Madrid en train coûte dans les 100 €, et en avion ça coûte en moyenne près de 200 €. Et encore ces putains de tarifs qui changent en fonction des jours, putain, en fait chier. Bon, j'aurais envie de dire que c'est à cause du nombre de voyageurs que le tarif augmente et diminue, mais je vous assure que c'est hyper chiant pour avoir un chiffre précis et global de la destination. Au sujet des voyages en bateau, les tarifs varient en fonction de la compagnie maritime, mais également de la distance qui sépare le point de départ au point d'arrivée. C'est ce que j'ai remarqué en comparant les prix de 3 destinations, chacune séparée géographiquement. Entre autres, un Marseille-Alger coûte en moyenne 200 €, éloigné de 755 km, un Toulon-Sicile coûte 63 €, séparé de 795 km, et un Cherbourg-Irlande coûte 102 €, séparé de 441 km. Tu vas encore gueuler sur le fait que la distance géographique et les tarifs des prix ne sont pas raccords. J'ai plus la force de me plaindre, j'en ai marre. Donc, pour conclure, j'aimerais parler des vacances dans son ensemble. Il est vrai que partir de chez soi et voir deux décors qu'un paysage urbain donne cette impression de vacances, mais pourquoi justement on a tellement envie d'être en vacances? C'est vrai quoi, pourquoi dès que c'est la rentrée, on a envie de se tailler les veines avec un cutter? À mon avis, c'est l'habitude d'avoir une vie monotone et répétitive, schématisée par la société auquel on vit. Prendre ce même petit déjeuner, ce même chemin, les mêmes personnes qu'on rencontre, les mêmes devoirs et travaux à faire pour progresser dans une société qui a du mal à se renouveler et qu'on n'y apporte pas un énorme apport et aucune influence. Pourquoi à votre avis, lorsqu'il y a une bagarre entre deux quartiers, un incendie dans un bâtiment, la mort d'une personne, nous sommes si réactifs? C'est le plaisir de voir un désastre, du conflit, où deux personnes fabriquées comme nous s'autodétruisent mutuellement qui nous donne cette impression de nouveauté? Putain de triste. Pas étonnant que lorsqu'on voit des paysages différents, on ait envie de briser ces chaînes et d'acclamer notre liberté. Notion commune à notre société, mais qui ironiquement nous est restreint. Cette première explication et vidéo de ma chaîne est désormais terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires et à glisser aussi les sujets d'explication que vous voulez que je fasse une prochaine fois. D'ici là, sur découvert, mangez 5 fruits et légumes par jour et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!